Philo, votre professeur qui est ici au niveau de l'établissement Abdoulaye Fall. Juste après le professeur M. Sow, nous allons donner la parole à M. Sangue Diouf. Mais bien avant ça, nous allons d'abord commencer par M. Sow. Alors bonsoir à tout le monde. Nous nous excusons de ce retard indépendamment à notre volonté. Les cours cessent à partir de 14 h. Il est très difficile de revenir et la mise en place de tout le matériel donc avant 16 h. Nous nous excusons, doyen professeur. Nous vous souhaitons la bienvenue à Ndande pour accompagner nos candidats au baccalauréat. Et je commencerai d'abord par dire que M. Doyen Sangue Diouf, on ne le présente pas. Tout le monde le connaît aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et c'est un doyen rompu à la table, spécialiste des synthèses de philosophie. Ce soir, nous avons l'honneur de l'accueillir, n'est-ce pas, au niveau du lycée de Ndande. Sans plus tarder, parce qu'il a un planning un peu serré, très serré d'ailleurs, et je le vois d'ailleurs dans son visage, l'expression même de son visage indique que, n'est-ce pas, il a un planning serré. Mais malgré cela, nous allons profiter de son expérience, de son expertise pour nous décortiquer le programme de philosophie. Donc, chers candidats, chers élèves, prenez bien note. Aujourd'hui, c'est le tour de Ndande. Vraiment, je vous invite à prendre des notes, à être très attentif par rapport à tout ce qu'il va dire ici, n'est-ce pas? Et à la fin de la rencontre maintenant, nous pourrions, n'est-ce pas, faire une petite évaluation, peut-être donner la parole aux parrains et autres. Donc nous remercions donc, tous les gens qui se sont impliqués dans l'activité. Donc le parrain, Madame Bao et tout le monde, nous n'oublions personne. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais lui donner la parole donc, pour la synthèse philosophique. Voilà. Donc il va articuler son propos autour du programme de philosophie, domaine 1, domaine 2, domaine 3, domaine 4, sans oublier les œuvres au programme. Voilà, chers élèves, voilà. Donc prenez bien note. Voilà. Mon jeune collègue de philosophie du lycée de Ndande. Merci également à ceux qui m'ont fait l'honneur de... Donc merci à ceux qui m'ont fait l'honneur de m'assurer. Généralement, d'accord. Donc on a micro Ndande là. D'accord. Ok, donc je disais merci à ceux qui m'ont fait l'honneur de porter sur ma modeste personne le choix pour animer cette activité-là. C'est vrai, comme il dit, que je suis très fatigué, mais quand il faut travailler et partager avec mes enfants, moi je dis, j'oublie vite la fatigue. Vous êtes ma drogue. C'est vrai que je suis fatigué, j'avais même demandé à ce qu'on reporte cette activité pour demain, parce que je suis descendu de l'aéroport directement. J'ai loué la première voiture que j'ai rencontrée pour être là en Ndande. Je suis arrivé à Dakar à quelle heure? À 13 h. À 14 h, j'ai trouvé une voiture et me voilà ici. Donc, Anima Nekiou. Quand on dit Ndande Fall, on est Cheikh Ibrahim Fall. Et Cheikh Ibrahim Fall, on n'a pas le droit, un homme n'a pas le droit de dire je suis fatigué. Même s'il doit mourir, qu'il meure au front, c'est comme ça qu'on peut perpétuer l'esprit de ce que nous a enseigné notre maître à tous, Cheikh Ahmadou Bamba, mais également son vénérable disciple, l'éclaireur, l'imam caché, qui n'est autre que Cheikh Ibrahim Fall. On avance ensemble. Nous allons essayer de revenir sur les principales articulations de votre programme et préciser que mon discours n'a pas pour vocation de remplacer le brillant discours qui vous a été servi par mon jeune collègue et tous les autres collègues, M. Sow. Mais il s'agit simplement pour moi de revenir, de vous aider à mieux consolider ce que vous savez parfaitement bien. C'est pourquoi ça s'appelle une synthèse. Donc nous reviendrons sur chaque étape du programme, mais en visitant simplement les notions essentielles pour vous permettre d'être performant, très performant le 29 juillet prochain
et de vous en tirer avec des 14, des 15 et des 16. Ce n'est pas utopique, c'est largement à votre portée et je le souhaite à tout le monde de très vivre. Donc, pour ce domaine numéro 1, vous avez cherché à répondre à la question qu'est-ce que la philosophie? Et lors de ce parcours, à la fin, vous êtes parvenu à une réponse précise. Je crois que si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, il me dirait qu'après avoir parcouru et fait le tour de la question qu'est-ce que la philosophie, nous sommes arrivés à la conclusion que la philosophie n'admet pas de définition unanime et universelle. On est d'accord? Donc quand vous êtes arrivé à cette conclusion que la philosophie est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle, ça veut dire quoi? Que sa première particularité est de refuser de se laisser enfermer dans les limites d'une seule et unique définition. Pourquoi la philosophie est rigoureusement indéfinissable? Je n'insiste pas, parce qu'on vous l'a déjà dit, mais retenez que c'est pour 3 raisons essentielles. Première raison, c'est que si la philosophie est un discours, j'ai l'habitude de dire que c'est un discours total. Si la philosophie est une pensée, mais c'est également une pensée de la totalité. Dans tous les cas, discours total ou pensée de la totalité, c'est une manière de montrer que la première raison pour laquelle la philosophie n'est pas définissable, c'est que, contrairement aux autres sciences, dont chacune se spécialise dans l'étude d'un seul et unique aspect de la réalité, le discours philosophique, lui, au contraire, il tente d'embrasser toutes les manifestations et toutes les dimensions de l'existence. Parce que vous le savez très bien, lorsqu'on vous pose la question « qu'est-ce que ?», la question « qu'est-ce que ?», on appelle toujours à la production d'une définition. C'est déjà Socrate qui nous disait qu'il faut toujours faire la différence entre ce qu'elle appelait la question mondaine et la question philosophique. La question mondaine, c'est la question « qu'est-ce qui ?» Or, la question philosophique, c'est la question qu'est-ce que? Et par conséquent, qu'est-ce que la philosophie nous invite ni plus ni moins à la production d'une définition de la philosophie. Et à partir du moment où répondre à la question qu'est-ce que la philosophie, c'est produire une définition de la philosophie, subséquemment, la question à laquelle on doit répondre, c'est qu'est-ce que définir? Et quand on chercherait à répondre à la question qu'est-ce que définir, en faisant un travail d'étymologie, nous nous rendrions compte que le mot français définir est formé d'un mot latin, D-E, fines, F-I-N-E-S. Des fines que l'on traduit par borner, clôturer, délimiter, tracer des frontières. Donc quand on me demande de définir, on me demande de dire où commence, où s'arrête, et donc de circonscrire le champ de validité d'une discipline. Ce qui signifie que répondre à la question qu'est-ce que la philosophie, c'est dire où est-ce qu'elle commence, c'est dire où est-ce qu'elle s'arrête. Et nous avons dit, vous et moi, que cela est absolument impossible, même si cela est aisé pour toutes les autres disciplines. Vous le savez très bien, pourquoi toutes les autres disciplines se laissent aisément définir, on vous l'a dit et je vous l'ai rappelé, mais parce que chacune de ces disciplines n'a qu'un seul et unique objet d'étude, mais qui lui appartient en propre. Il est facile de dire où commence l'histoire, où s'arrête l'histoire, où commence la biologie, où s'arrête la biologie, parce que ces disciplines, en tant que sciences particulières, elles n'ont qu'un seul et unique objet d'étude. Donc à la question qu'est-ce que l'histoire, votre professeur ne prendra pas le temps que prend M. Shaw, il se dira mentalement quel est l'objet d'étude de l'histoire et il répondra, si je n'ai pas oublié mes leçons de l'école primaire, que l'histoire est cette discipline qui a pour objet d'étude le passé des hommes. Et quand il aura dit l'histoire est cette discipline qui a pour objet d'étude le passé des hommes, il a défini, il a circonscrit le champ de l'histoire, il a dit où commence l'histoire, où s'arrête l'histoire. Mais vous savez très bien que le raisonnement que nous venons de faire en disant quel est l'objet d'étude de l'histoire n'est pas conductible en philosophie. Pourquoi je ne peux pas appliquer ce même raisonnement à la philosophie? Mais parce que vous le savez très bien, là où chacune de ces disciplines a un objet propre, la philosophie, je vous ai dit, elle a une infinité d'objets d'étude. Et c'est pourquoi donc le premier écueil incontournable et infranchissable, c'est que la philosophie, elle n'a pas d'objet d'étude propre, et donc ça signifie clairement que lorsque je vous demanderai quel est l'objet d'étude de la philosophie, mais vous me donnerez 1 million de réponses, ça ne se suffit pas. Qu'est-ce que la philosophie? Quelqu'un pourrait
pourrait me dire c'est une réflexion sur la vie. J'aurais dit très bien. Qu'est-ce que la philosophie? Un autre pourrait me dire c'est une réflexion sur la mort. J'aurais dit très bien. Qu'est-ce que la philosophie? Un autre pourrait pu me répondre, mais que c'est un moyen d'accéder au bonheur. Je dirais très bien. Bref, vous avez compris que la première raison pour laquelle la philosophie est indéfinissable, c'est qu'elle s'attache, j'ai dit, à embrasser, ça veut dire à réfléchir sur tous les aspects de l'existence humaine. Deuxième raison, en plus de l'absence d'objet de tout propre. Je vais vite parce que je sais que vous l'avez tous bien compris. La deuxième raison, c'est laquelle, si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, il me disait un peu ce que disait Emmanuel Kant. Après 1 mois ou 2 mois de cours, un de ses étudiants l'arrêta pour lui demander, mais professeur, il y a longtemps que nous parlons de philosophie, mais il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Laquelle dit Emmanuel Kant, l'étudiant lui dit la question, qu'est-ce que la philosophie? On raconte que Kant a bondi un peu de son siège pour lui dire, jeune homme, ne me demande pas qu'est-ce que la philosophie, où est la philosophie? Elle n'existe pas, la philosophie. Mais lorsque Kant lui dit, ne me demande pas de dire qu'est-ce que la philosophie, où est la philosophie, elle n'existe pas, c'était une manière de lui montrer que dans la réalité, la philosophie ne se conjugue pas au singulier, mais qu'elle se conjugue au pluriel. Ou en termes simples, il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies. Et s'il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies, il est évident que nous n'aurons pas une définition, mais nous n'aurons pas plusieurs tentatives de définition de la philosophie. En plus de ces deux premières raisons, l'absence d'objet d'étude propre, la pluralité et la diversité des systèmes, la troisième raison, on peut la chercher toujours chez le même Emmanuel Kant. Il montrait que la difficulté la plus importante, et sa troisième raison, c'est que contrairement par exemple à la science, vous le savez très bien, elle est gouvernée dans sa démarche par quoi? Par l'accord, elle est gouvernée par le consensus, elle est gouvernée même parfois par l'unanimité. Mais vous savez très bien que là où la science est gouvernée par l'accord des esprits compétents, par le consensus et par l'unanimité, mais vous savez tous qu'en philosophie, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus, parce que la philosophie est par excellence un terrain de contradiction, de querelle, de dispute, de controverse, faisant que en philosophie et en philosophie seulement, les systèmes se construisent, mais en se détruisant. Et en disant en philosophie, les systèmes se construisent mais en se détruisant, c'est ce que Emmanuel Kant exprime en disant, en philosophie, chaque système se construit sur les ruines des systèmes qui l'ont précédé. Fin de citation. Et lorsque Emmanuel Kant dit en philosophie, chaque système se construit sur les ruines des systèmes qui l'ont précédé, c'est une manière de dire quoi? Que chaque philosophe, quand il vient sur la scène philosophique, qu'est-ce qu'il fait des théories qu'il a déjà trouvées là? Il les détruit, il efface et il dit, toutes ces philosophies-là sont fausses, la vraie philosophie, elle commence avec moi. C'est pourquoi on vous a tous dit que la philosophie, elle est fille du parricide. Commettre un parricide, c'est tuer son propre père. Mais quand on vous dit que la philosophie, elle est fille du parricide, mais ça veut dire quoi? Chaque philosophe, il devient philosophe parce qu'il a été inspiré par tel auteur, mais le service qu'il lui rend, mais c'est simplement de le tuer, entre guillemets, autrement dit, de le contester, de le détruire, mais pour bâtir sa propre pensée. Et c'est pourquoi ces trois arguments, l'absence d'objet de tout propre, la pluralité des systèmes et la non-convergence des points de vue, manifestent quel aspect fondamentalement essentiel de la philosophie, mais c'est son aspect de profonde personnalité. Vous le savez très bien, la science, elle n'est pas l'expression d'une subjectivité individuelle, alors que la philosophie, mais elle est la manifestation d'une pensée individuelle. C'est pourquoi elle revêt, la philosophie, un caractère de profonde personnalité. Je ne me souviens plus, j'ai oublié le nom, comme je suis un peu fatigué, de celui-là qui disait, la philosophie est l'art, c'est moi, la science, c'est nous. J'ai oublié le nom, peut-être que ça me veut. Il disait, je crois que c'est Claude Bernard, hein? Il disait, l'art et la philosophie, c'est moi, alors que la science, c'est nous. C'était une manière de montrer clairement quoi? En disant l'art et la philosophie, c'est moi, c'est une manière de montrer qu'en philosophie comme en art, c'est l'expression d'une pensée individuelle, alors que la science, mais c'est l'expression d'une pensée collective. Et je disais donc, c'est cet aspect profondément personnel de la philosophie, mais qui est considéré par bon nombre d'auteurs comme l'argument le plus important faisant que la philosophie soit rigoureusement indéfinissable. Et cette dimension
de profonde personnalité de la philosophie, j'ai l'habitude d'aller en chercher une illustration. C'est celui-là qui est célèbre, qui est appelé Nietzsche, et qui est célèbre parce que ce serait le premier meurtrier dans l'histoire de la philosophie. Eh bien, Nietzsche, à la fin d'une de ses conférences, il était un auditeur, on va dire un étudiant, est tellement séduit, émerveillé par le discours de Nietzsche, qu'à la fin, il se met à courir derrière lui en lui disant « Mais vous avez été tellement brillant et éloquent que désormais, j'ai envie d'être votre disciple et que vous, Nietzsche, vous soyez mon maître. » Et le garçon ajoute « Non seulement je veux que vous soyez mon maître et que moi, je sois votre disciple, mais je veux surtout que vous me montriez le chemin pour bien philosopher. » C'est quand il le dit une fois, deux fois, c'est à la troisième fois que Nietzsche s'arrête, le regarde et lui dit « Jeune homme, vraiment tu me déçois. Parce qu'en me demandant d'être ton maître et que toi tu sois mon disciple ou mon talibé, je crois que tu n'as rien retenu à mon enseignement. Moi j'ai passé mon temps à te dire quoi? Que je suis philosophe. Et en tant que philosophe, j'écris avec mon sang, S-A-N-G. Et Nietzsche dit, ceux qui écrivent avec leur sang ne peuvent pas et ne doivent même pas être imités. Il dit, jeune homme, tu me demandes d'être ton maître. Mais je t'ai rappelé tout à l'heure que le plus grand service que tu peux me rendre, ce n'est pas de répéter après moi ce que j'ai dit, d'écrire après moi ce que j'ai écrit. Mais Nietzsche lui dit, le plus grand service que tu peux me rendre, c'est de me tuer. Mais quand il dit de me tuer, ça veut dire simplement de me contester, de me détruire. Quand tu m'auras détruit, tu m'auras tué. Mais quand tu m'auras tué, je vais renaître en toi. Mais quand je renais en toi, c'est sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. Il dit, jeune homme, tu me demandes en plus de te montrer le chemin pour bien philosopher. Nietzsche lui dit, écoute bien ce que je vais te dire. En philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer. Vous l'avez compris, quand Nietzsche finit par lui dire, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer. C'était une manière de lui dire quoi? Que la philosophie, elle est d'abord et avant tout l'affaire personnelle du philosophe. Et donc, au total de tout ce que nous venons de dire, nous sommes obligés, comme j'ai dit dès le départ, de reconnaître que la première particularité de la philosophie, c'est d'être rebelle à toute forme de capturation définitionnelle et par conséquent, je vous ai dit, elle n'admet pas de définition unanime et universelle. Première étape. L'un de nos professeurs a dit ce qu'est la philosophie, il vaut mieux se contenter simplement de dire ce que n'est pas la philosophie. Et quand nous aurons dit ce que n'est pas la philosophie, on peut avoir une idée de ce qu'elle peut bien être. Donc, deuxième étape, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Vous l'avez déjà réglé avec vos professeurs dès le début de l'année, vous vous en souvenez, en faisant l'approche étymologique du mot philosophie. Où vous avez tous montré, comme dans un jeu d'enfant, que dans philosophie, nous avons un préfixe et un suffixe. Le préfixe, c'est quoi? Dans philosophie, quel est le préfixe? Le préfixe, c'est philo, et le suffixe, c'est sophie. Philo, qui vient du grec, hein? Philein, que l'on traduit par aimer ou bien désirer. Et sophie, qui vient toujours du grec, sophia, que les anciens traduisaient par deux termes, le savoir et la sagesse. Donc étymologiquement, vous avez tous retenu au début de l'année qu'au sens propre et premier du terme, la philosophie désigne simplement quoi? L'amour du savoir et l'amour de la sagesse. Mais en même temps que vous avez dit qu'au sens premier, la philosophie est amour du savoir, amour de la sagesse, vous avez dit ce que n'est pas la philosophie. Pourquoi? Parce que là où vous avez dit que la philosophie elle est amour, vous avez montré que la philosophie n'est donc pas la possession du savoir, elle n'est donc pas la possession de la sagesse. Parce que vous le savez, là où il y a amour, il y a manque. Là où il y a amour, il y a vide. Là où il y a amour, il y a absence. C'est pourquoi en Grèce, on disait la philosophie est les filles de Poros et de Pénia. Pour dire quoi? Que dès le départ, philosopher, c'est commencer par reconnaître quoi? Sa pauvreté en matière de connaissance. Et reconnaître avec Socrate que dès le départ, philosopher, c'est commencer par reconnaître sa pauvreté en matière de connaissance. C'était une manière de dire qu'est-ce que n'est pas la philosophie à partir de son étymologie. Elle n'est ni la possession du savoir, ni la possession de la sagesse. Elle est le mouvement par lequel on tend vers le savoir, on tend vers la sagesse, mais sans jamais s'installer ni dans le savoir, ni dans la sagesse. Rappelez-vous le philosophe camerounais Marcien Towa. Marcien Towa, de manière imagée, il montrait simplement en quoi la philosophie est un mouvement par lequel on tend de façon permanente vers le savoir et vers la sagesse. Et c'est Marcien Towa qui nous dit que pour le philosophe, le savoir et la sagesse constituent un idéal
par définition, c'est quoi? Un objectif vers lequel je tends, mais que je n'atteins jamais. Et c'est pourquoi Marcel Toa nous dit que la philosophie, elle est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance. Fin de citation. Et lorsque le philosophe Cameroun disait, je répète, la philosophie est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance, c'était une manière de montrer qu'encore une fois, on tend de façon permanente, mais on n'est jamais dans l'acquisition et la possession définitive d'un ensemble de savoir. Et cette idée que la philosophie n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse, elle est illustrée déjà par celui que nous avons appelé le père de la philosophie et qui n'est autre que Socrate. Vous vous rappelez, Socrate passait son temps à montrer aux jeunes gens que ce qui le séparait d'eux, c'est qu'au moins lui, non seulement il ne savait pas, mais il savait qu'il ne savait pas. Et lorsque Socrate dit que ce qui le différencie des jeunes gens, c'est parce que lui, non seulement il ne sait pas, mais il sait qu'il ne sait pas. C'était une manière de montrer aux jeunes gens que eux, non seulement ils ne savent pas, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et non seulement ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, mais Socrate ajoutait, vous croyez savoir. Et Socrate dit, celui qui croit savoir, il s'est définitivement fermé les portes du savoir. Une manière de montrer que l'acte de philosopher s'incarnait toujours dans une remise en question de soi par laquelle on reconnaissait dès le départ mais son ignorance radicale. Et c'est pourquoi vous avez plusieurs illustrations de cette idée que la philosophie n'est pas la possession du savoir, qu'elle n'est pas la possession de la sagesse. La philosophie ne consistera jamais au fait d'accumuler un ensemble de savoirs. La philosophie ne consistera jamais dans le fait de pouvoir la considérer, mais comme un ensemble de connaissances définitivement établies. Il est clair pour nous. Vous avez 1000 illustrations, je n'ai pas besoin de revenir. Peut-être pour s'appuyer sur des auteurs qui vous sont familiers, celui qui me viendrait à l'esprit, c'est peut-être Vladimir Grégoriev. Vous vous en souvenez? Que dit Vladimir Grégoriev pour montrer que la philosophie n'est pas la possession du savoir. Vous vous souvenez de ce que disait Grégoriev? Il disait le philosophe. Donc Grégoriev, il disait que le philosophe n'enseigne pas, car il ne sait pas. Vous vous en souvenez? Quand Grégoriev disait le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas, il ajoute quoi? Il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible. Et lorsque Vladimir Grégoriev dit clairement le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas, il ajoute il ne possède pas la vérité parce que la vérité n'est pas un savoir transmissible. C'est une manière donc de montrer très clairement que l'acte de philosophie devrait nous amener dès le départ à divorcer avec toute forme de prétention au savoir. Et de ce point de vue-là, vous pouvez trouver très clairement illustré de façon beaucoup plus simple chez Emmanuel Kant, que vous chantez souvent par cœur. On n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher. Et lorsque Emmanuel Kant dit on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher, c'est une manière de dire pourquoi on ne peut pas apprendre la philosophie, parce qu'elle n'est pas un ensemble de connaissances. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre à philosopher. Maintenant, qu'est-ce que apprendre à philosopher? Apprendre à philosopher, c'est simplement apprendre à développer une activité. C'est simplement apprendre à développer, mais une activité de réflexion critique. Troisième étape, si vous avez retenu le fil conducteur de ma pensée. Je reprends pour mes cousins qui sont durs à comprendre et pour qui la philosophie n'est pas faite. C'est le sérieux que je suis qui taquine les bonnes. C'est très compliqué. Et donc, première étape, qu'est-ce que la philosophie? Réponse, elle n'admet pas de définition unanime et universelle. Deuxième étape, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Elle n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse. Troisième étape, nous avons dit quoi? Si la philosophie n'est pas un savoir, c'est parce que surtout, elle est activité de réflexion, activité de remise en question. Donc, troisième étape, la philosophie en tant qu'activité de réflexion et de remise en question. Je n'insiste pas, vous avez tous compris que lorsque vos professeurs vous ont dit que pour l'essentiel la philosophie n'est qu'une activité de réflexion, c'était une manière de montrer que dès le départ, philosopher, c'est faire table rase. Table rase de quoi? Mais de l'ensemble de nos connaissances entières.
Pourquoi se faire table rase de l'ensemble de nos connaissances antérieures? Mais parce que quand nous commençons à philosopher, notre esprit n'est ni jeune ni vide. Il y a déjà en nous un ensemble d'idées, un ensemble d'opinions, un ensemble de croyances. Bref, il y a tout un passé intellectuel qui est là avant que nous commencions à philosopher. Mais que fait le philosophe quand il commence à philosopher? Il réfléchit de façon éthique. Et déjà, je sais que j'ai en face de moi de brillants littéraires. Si j'avais un morceau de craie et un tableau derrière moi, j'aurais écrit au tableau RE-flexion pour écrire réflexion et faire comprendre aux brillants littéraires que la réflexion, comme son nom l'indique, elle va désigner quoi? Un mouvement, mais de retour de l'esprit sur lui. Et si au sens propre du terme, la réflexion désigne un mouvement de retour de l'esprit sur lui-même, cela signifie très clairement que philosopher, c'est décider de soumettre à l'évaluation critique de la raison, mais tout ce qui relève de notre passé intellectuel. Et lorsque j'ai dit que philosopher, c'est soumettre à l'évaluation critique de notre raison, tout ce qui relève de notre passé intellectuel, un esprit curieux aurait pu demander, mais pourquoi les philosophes éprouvent-ils le besoin de revenir pour réexaminer toutes les idées et croyances qui sont déjà en nous? Le philosophe vous répondra en vous disant, pourquoi moi, philosophe, j'éprouve le besoin de convoquer au tribunal de la raison tout ce qui relève de mon passé intellectuel? Il vous dira parce que très souvent, ce passé intellectuel est malheureusement un passé d'erreur. Pourquoi ce passé intellectuel est un passé d'erreur? Il vous dira, mais parce que c'est un passé d'idées toutes faites. Et un passé d'idées toutes faites, pourquoi idées toutes faites? Mais c'est comme des feuillages intellectuels. Parce qu'un feuillage, quand je l'achète, il est rarement proportionnel à moi. Je dois le tailler, le retailler, le redimensionner. Et donc le philosophe il dit, les idées toutes faites, forcément, elles sont mal faites. Et comme elles sont mal faites, qu'est-ce que je dois faire? Je les détruis. Quand je les ai détruites, qu'est-ce que je fais? Je les reconstruis de façon rationnelle. Rappelez-vous déjà, c'est le travail de Descartes. Le Descartes du discours de la méthode. Quand il commence à philosopher, qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai qu'il parle en français du XVIe siècle, plus proche du latin. Il dit, j'ouvre les guillemets, le jour où il commence à philosopher, pour illustrer le fait, comme je l'ai dit, que la philosophie repose dans son mouvement sur un double penchant. Premier mouvement, un mouvement de destruction, mais deuxième mouvement, un mouvement de reconstruction, ou bien si vous préférez, un mouvement de rejet et de critique, mais toujours suivi par un mouvement simplement d'argumentation. Que dit Descartes? Je pris un jour l'entière résolution de rejeter comme fausse, F-A-U-2-S-E-S, de rejeter comme fausse toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance. Et après avoir dit, écoutez bien, je pris un jour l'entière résolution de rejeter comme fausse toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance, il ajoute, afin d'en remettre d'autres meilleures, ou bien les mêmes, mais lorsque je les aurais ajustées au niveau de ma raison. Fin de citation. Première étape, je considère que tout ce que j'ai appris est faux. Deuxième étape, dit Descartes, le but, c'est simplement afin d'en remettre d'autres meilleurs, ou bien les mêmes, mais dans tous les cas, si et seulement si je l'ai ajusté au niveau de ma raison. On en retient qu'à la philosophie, non seulement elle repose sur ce double mouvement, mais elle est une activité profondément rationnelle. Parce que quand Descartes dit, lorsque je les aurais ajustés au niveau de ma raison, c'est une manière de montrer que philosophiquement parlant, c'est la raison qui est le principal critère de validité. C'est la raison qui est la seule instance de légitimation. Ça veut dire quoi? C'est la raison qui décide du vrai, du faux, du bien, du mal, du juste, de l'injuste. Bref, la philosophie, elle se veut entièrement imprimée de rationalité. Et cette rationalité profonde de la philosophie, rappelez-vous ce que disait celui que j'ai cité tout à l'heure, le philosophe camerounais Marcien Towa. Celui qui disait, vous vous en souvenez, dans un texte assez connu des élèves, qu'en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. Et lorsque Marcien Towa disait, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée, vous l'avez compris, ça veut dire quoi? Que seule la pensée peut décider de ce qui est vrai, de ce qui est faux. C'est pourquoi j'ai dit, en plus d'être personnel, la philosophie, elle est profondément rationnelle. Un auteur que j'aime bien, qui est écrivain, mais également philosophe, journaliste, qui enseigne à Paris-Sorbonne et qui s'appelle Roger Paul Droit. Mais le Paul, c'est pas... Il a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle
c'est vrai que je suis fatigué aujourd'hui, qui s'appelle la Compagnie des philosophes. Quand je vous donne ces précisions, vous avez une chance que les gens de ma génération n'avaient pas. Quand je dis Roger Paul Droit, la Compagnie des philosophes, ben quand vous rentrez, vous tapez Roger Paul Droit, la Compagnie des philosophes, et vous avez des extraits de l'ouvrage. Vous pourrez même avoir d'autres informations plus importantes que celles que je peux vous en donner. Donc, dans cet ouvrage publié en 2008 chez Édile Jacob et qui s'appelle La Compagnie des philosophes, Roger Paul Droit, les premières phrases sont tellement belles, mais qu'elles sont gravées dans mon esprit à peine je les ai lues de façon presque indélébile. Qu'est-ce qu'il commence par dire? Dès les premières phrases de l'ouvrage, les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans. Et après avoir dit, les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, il ajoute, ils sont simplement des aventuriers de la raison. Et quand il a dit, les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison, il met 2 points. Écoutez les verbes qu'il emploie. Le premier groupe de verbes, il dit douter, soupçonner, réfuter, récuser. Mais heureusement, après avoir dit philosopher, c'est douter, soupçonner, réfuter, récuser, il ajoute, c'est aussi argumenter, démontrer, clarifier, établir. Il dit voilà la tâche éternelle des philosophes. Et en disant philosopher, c'est douter, soupçonner, réfuter, récuser, argumenter, démontrer, clarifier, établir, voilà la tâche éternelle des philosophes. Le premier groupe de verbes renvoie à quoi? À la destruction, à la critique, parce que c'est douter, c'est soupçonner, c'est réfuter, c'est récuser. Le deuxième groupe de verbes, argumenter, démontrer, clarifier, établir. Le deuxième groupe de verbes renvoie à quoi? Après la destruction, la reconstruction, après le rejet ou la critique, l'argumentation. Et il finit par dire de façon très belle, toujours des aventures de paroles résonnantes, R-A-I. Des aventures de paroles résonnantes, rassemblées. Waouh, c'est pas exactement ça. Voilà. Le philosophe est celui qui dit en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. C'est ce sujet-là. Et quand le sujet disait, le philosophe est celui qui dit en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. C'est clair, mes amis? Tout le monde renvoie à qui? Tout le monde renvoie à l'homme du sens commun. Qu'est-ce qui le caractérise? On dit, il dit, mais quand il dit, c'est sans y penser. Le philosophe, il dit, mais quand il dit, mais il dit en y pensant. Vous avez compris, dire en y pensant, c'est exercer un travail de réflexion critique. Alors que dire sans y penser, celui qui dit sans y penser, qu'est-ce qu'il fait? Il dit mais sans y penser. Donc qu'est-ce qu'il fait au fond? Il répète, ça veut dire quoi? Il se soumet, obéit et se contente des vérités déjà établies par la société. Dans notre société, vous entendez bien cette formule? Celui qui dit mais vous savez très bien qu'il a renoncé à quoi? Celui qui dit il a renoncé à faire un effort personnel par sa propre raison de découvrir la vérité. Donc celui-là qui dit il a fini de se soumettre à l'ensemble des vérités établies par la société. Et vous avez compris donc que là où la philosophie elle est réflexion critique, qu'est-ce qui fait la différence entre le philosophe et l'homme du sens commun? La réponse c'est quoi? C'est que là où l'homme du sens commun est entièrement prisonnier des vérités établies, ou comme dit la philosophe française Jacqueline Russe, c'est elle qui dit l'homme du sens commun est prisonnier du cercle des évidences établies. Et lorsque Jacqueline Russe, il n'y a pas de E à la fin, elle dit 2 E. Lorsque Jacqueline Russe, philosophe française, disait que l'homme du sens commun est prisonnier du cercle des évidences établies, c'est une manière de montrer que ce qui le différencie du philosophe, c'est que celui-là, l'homme du sens commun, il lui manque l'indépendance intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'il ne procède presque jamais à un usage critique de sa propre raison. Que fait l'homme du sens commun? Il adhère de façon naïve et spontanée à l'ensemble des idées reçues, des croyances et des traditions propres à sa société. Là où le philosophe, on vous l'a dit, il s'installe dans une posture gouvernée par la critique, par la réflexion, par la contestation et par la remise en question. C'est pourquoi donc, vous l'avez compris, l'homme du sens commun et le philosophe, ils vivent dans le même monde, mais ils ne posent pas le même regard sur le monde. Pourquoi l'homme du sens commun ne doute presque pas? Mais parce que celui-là, non seulement il croit savoir, mais pour l'homme du sens commun, le monde est transparent comme un verre d'eau.
sortez dans la rue et demandez à n'importe quel peuple, mais la vie a-t-elle un sens? Il va chercher là dans sa poche pour chercher ce que vous savez bien, un coupe en se disant qu'il a affaire à un fou. Parce que pour lui seul, un fou peut être là à se demander qui suis-je, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, pourquoi je suis là, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? C'est des questions qui lui paraissent bêtes et insignifiantes parce que pour lui, vivre, ce n'est rien d'autre que naître, grandir, je ne sais pas moi, passer son bac, faire des femmes et des enfants et mourir de sa belle mort. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort sont des questions qui ne sont jamais posées. Et donc pour un tel homme, le monde est marqué par son évidence. Et vous avez compris qu'à l'inverse, la philosophie, elle repose sur 3 piliers. Si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, il me dirait quels sont ces 3 piliers de l'activité philosophique. C'est le doute, c'est l'étonnement et c'est le questionnement. Mais vous savez très bien que douter, s'étonner, questionner exprime la même idée parce que celui qui doute, s'étonne et se questionne, c'est celui qui ne sait pas dans tous les cas et qui cherche à savoir. Et c'est pourquoi un philosophe qui s'appelle Jostein Gardeux, dans un ouvrage qui s'appelle Le Monde de Sophie. Si je vous donne le nom de l'auteur et le nom de l'ouvrage, c'est pour que vous fassiez un effort pour cliquer et retrouver des éléments d'information. Jostein, J-O-S-T-E-I-N, Gardeux, G-2-A-R-D-E-R. L'ouvrage s'appelle Le Monde de Sophie. Sophie, sa fille, il cherchait à l'initier de manière facile et imagée à la philosophie. Et le résultat de dialogue avec sa fille, ce qu'il a consigné, ça s'appelle Le Monde de Sophie. Et dans cet ouvrage, Le Monde de Sophie, à la question qu'est-ce qu'un philosophe, lorsque sa fille, qui s'appelle Sophie, demande à son père Jostein Gardeux qu'est-ce qu'un philosophe, il lui dit Sophie, un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Fin de citation. Et lorsque Jostein Gardeux répond à sa fille, en lui disant un philosophe, c'est quelqu'un en lui disant qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Mais vous savez très bien le sens de l'expression qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde, c'est quelqu'un qui est comme éternellement étranger au monde. Ça veut dire que pour le philosophe, le monde n'est ni connu ni compris. Et comme le monde n'est ni connu de façon définitive, le philosophe même dira le monde est rigoureusement inconnaissable. Madame le philosophe vous dira ça veut dire quoi? Le monde il change, il est rigoureusement inconnaissable. Et comme le monde n'est jamais compris, jamais connu, conséquence, le philosophe s'étonne, le philosophe se pose des questions. Et c'est pourquoi, à la question suivante de Sophie, parce qu'après avoir demandé à son père qu'est-ce qu'un philosophe, je vous ai donné la réponse. Sophie lui demande, mais pour le philosophe, comment se présente le monde? Et son père Jostein Gardeux répond en disant, Sophie, pour le philosophe, le monde est mystérieux, énigmatique, étrange. Fin de citation. Et lorsqu'il répond à sa fille Sophie en lui disant, pour le philosophe, le monde est mystérieux, énigmatique, étrange, ça veut dire clairement quoi? Mais que pour le philosophe, le monde est recouvert d'un voile de mystère. Et c'est pourquoi personne ne peut en avoir une connaissance rigoureuse. Mais là où Jostein Gardeux dit à Sophie que pour le philosophe, le monde est mystérieux, le monde est énigmatique, le monde est étrange, vous savez très bien ce que dit Bertrand Russell en ce qui concerne l'homme du sens commun. Qu'est-ce que dit Bertrand Russell en ce qui concerne l'homme du sens commun? Il dit, j'ouvre les guillemets, pour un tel homme, le monde tend à devenir fini, défini, évident. Vous voyez toute la différence. L'un, le philosophe, mystérieux, énigmatique, étrange. L'homme du sens commun, le monde est fini, le monde est défini, le monde est évident. Ça veut dire encore une fois, mais qu'il n'y a rien à se poser comme question et que le monde, il est transparent comme un verre d'eau. Alors que je vous ai dit, le philosophe en face du monde, mais c'est comme s'il mettait un gros point d'interrogation. C'est pourquoi, éternellement, il vit dans le doute, dans l'étonnement et dans le questionnement. Il me vient à l'esprit un vieux philosophe grec de l'Antiquité. Il s'appelait Parménide. Quand on lui disait, mais Parménide, tu continues à philosopher. Pourquoi tu ne peux pas t'arrêter de philosopher? Qu'est-ce qui te pousse, bon Dieu, Parménide, à philosopher? Il disait, je philosophe, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a qu'il y a. Voilà ce que disait Parménide. Il y a qu'il y a.
Et quand on le regardait bizarrement pour le dire, mais parmi l'homme, il y a, il dit il y a que je suis là, j'aurais pu ne pas être là. Je dois forcément demander, moi qui suis-je et pourquoi je suis là. Il aurait pu ne rien y avoir, mais il y a qu'il y a. Et tant qu'il y a, il y aura de la matière à penser, il y aura forcément de la matière à philosopher. Et c'est pourquoi donc, vous l'avez compris, dans son jaillissement premier, la réflexion philosophique, elle permet de tracer la ligne de césure nette qui sépare la posture critique des philosophes à celle-là gouvernée, j'ai dit, par l'adhésion, j'ai envie même de dire une adhésion spontanée et aveugle, mais qui est celle-là de l'omniscience. La conséquence, vous la connaissez, je vais très vite parce que vous avez compris ces éléments. La conséquence, c'est quoi? C'est que le philosophe, il est une sorte d'ennemi public numéro 1. Pourquoi il est une sorte d'ennemi public numéro 1? Mais parce que vous le savez, parfois même comme Socrate, il le paye au prix de sa propre vie. Parce qu'il a le courage intellectuel de dire non, là où tout le monde dit oui, il a le courage intellectuel, mais d'aller à l'encontre des idées de la foule. Et la conséquence, soit il est méprisé, marginalisé, parfois exilé, et même dans le cas de Socrate, mais simplement condamné à mort. Pourquoi? Parce que la philosophie, donc, par la contestation permanente, elle est une activité subversive. Subversive signifie quoi? Qui renverse l'ordre établi par la société. Et c'est pourquoi les rapports de la philosophie avec toutes les institutions ne peuvent être que des rapports de conflit. Elle est en conflit avec l'État, elle est en conflit avec la société, elle est en conflit, la philosophie, avec la religion. Pourquoi? Parce que non pas penser du oui, de diabolisme et de soumission, mais penser du non, de la réflexion, de la critique, de la contestation et de la remise en question. Rappelez-vous quelqu'un qui s'appelle Alain, que vous aimez bien en terminale. C'est Alain qui disait, regardez deux individus, l'un dit oui, l'autre dit non. Alain dit, regardez celui qui dit oui, mais vous avez quel sentiment? Regardez celui qui dit oui, dit Alain, il fait un mouvement d'arrière en avant pour dire oui, mais ça veut dire quoi? Que celui qui dit oui, il nous donne quelle impression? Il donne l'impression de dormir. Vous n'êtes que j'ai mais le monsieur est en train de ronfler beaucoup, est-ce qu'il c'est une minute et il n'a absolument rien. Et c'est pourquoi Alain dit qu'il n'y a pas d'activité intellectuelle dans le fait de dire oui, est-ce que je prends Yaram Kalao. Mais l'activité intellectuelle, elle est dans le non. Parce qu'Alain dit au contraire, regardez celui qui est en train de dire non, il ne vous donne jamais l'impression de dormir. Celui qui dit non, c'est parce que il dit celui qui dit non, il secoue énergiquement la tête. Et à la fin, Alain dit d'une très belle manière, j'ouvre les guillemets, lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. Vous êtes de bons littéraires. Quand il dit lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent, ça veut dire que le oui est synonyme de quoi, mes amis? L'expression quand les gens disent oui, les rois reviennent, ça veut dire que le oui est synonyme de quoi? Faubourg de l'Océan, ça m'a quand on passe notre temps à dire oui, aussitôt les rois reviennent, ça veut dire que le oui est synonyme de esclavage. Très bien. Alors que le non, il est synonyme de libération mentale et intellectuelle. Maintenant, à partir de cette troisième étape, nous allons faire la transition, mais pour aller vers la quatrième étape, en espérant que vous tenez bien le fil conducteur. Je répète volontairement. Première étape, qu'est-ce que la philosophie? Réponse, par de définition unanime et universelle. Deuxième étape, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Elle n'est ni possession du savoir, ni possession de la sagesse. Troisième étape, si la philosophie n'est pas savoir, elle est réflexion critique. Quatrième étape maintenant, le fait que la philosophie ne soit que activité de réflexion lui donne un privilège que ne revendique aucune autre discipline. Quel est ce privilège propre et particulier à la philosophie? C'est que de toutes les disciplines, non seulement elle est la seule à être capable de s'interroger sur elle-même, mais surtout, elle est la seule discipline capable de s'interroger sur l'ensemble des savoirs humains disponibles. Mais pour nous en tenir à notre programme de terminale, en tant que réflexion critique, la philosophie va réfléchir sur le mythe, elle va réfléchir sur la religion, elle va réfléchir sur la science, elle va réfléchir même sur la magie. Donc, quatrième étape, rapport entre la philosophie et les autres formes de savoir, mais dans les grandes lignes, sans entrer dans les détails. D'abord, quelle relation, je commence par vous, la philosophie entretient-elle avec la religion? Vous savez très bien que la philosophie n'est pas la religion, pas plus que la religion n'est la philosophie.
je précise, même si philosophie et religion ont quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est qu'elles répondent à la même question, celle du pourquoi, les questions d'ordre métaphysique. Elles permettent à l'homme de satisfaire le même besoin de spiritualité. Donc, quand bien même philosophie et religion partagent le fait de répondre à la même question du pourquoi, et partagent le fait de satisfaire l'aspiration humaine à la spiritualité, la philosophie se démarque de la religion par le fait qu'ils ont ou elles ont des principes directeurs différents. Vous le savez très bien. Quel est le principe directeur de la philosophie? Nous venons de le dire et de le rappeler, c'est la raison. Quel est le principe directeur de la religion? C'est la foi. Ça veut dire quoi? En disant que la philosophie est gouvernée par la raison, là où la religion repose sur la foi, ça veut dire que nécessairement, philosophie et religion vont être marquées par quoi? Mais par l'hétérogénéité de leur démarche. Parce que quand on dit raison, la raison, on l'a dit, elle implique critique, elle implique doute, elle implique réflexion, contestation, etc. Alors que souvent, la foi, elle est synonyme de quoi? De soumission, de vénération, bref, j'ai envie de dire quoi? D'adhésion, mais une adhésion non pas rationnelle, mais émotionnelle et sentimentale. Maintenant, vous le savez très bien, pour l'essentiel, les rapports entre la philosophie et la religion prennent souvent donc d'un conflit entre ces deux principes directeurs, prennent les allures d'un conflit entre d'une part l'ordre de la raison et d'autre part, mais l'ordre de la foi. Vous vous rappelez tous de ce sujet débat qui disait la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Point d'interrogation. Et lorsque le sujet débat posait la question, la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Mais vous êtes d'assez bon littéraire pour comprendre que là où il y a nécessairement ou bien toujours ces adverbes comme ça, mais vous indiquez vous coupez en deux. Ça vous le savez déjà. Hein? Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, vous m'avez entendu 1000 fois le dire. Vous l'avez nécessairement, mais tu comprends que la thèse n'est parfois, mais pas forcément. Vous avez nécessairement le 29 juillet, on t'a déjà donné, mais ton plan. Voilà, toujours, c'est la même chose. L'art est-il toujours l'expression de son temps? Première partie, parfois l'art peut être l'expression de son temps. Deuxième partie, mais même s'il peut être parfois l'expression de son temps, il n'est pas toujours l'expression de son temps. Quand je compose un poème ou une chanson d'amour, mais ça n'a rien à voir avec les problèmes de mon temps. Démission de la raison, dans la première partie, je dis oui. Dans un certain sens, croyance religieuse et raison pourraient être incompatibles. Parce que comme on l'a dit, la croyance m'amène à adhérer émotionnellement. La croyance m'amène à accepter des vérités définitives, absolues. Parce que la vérité religieuse, elle n'a pas une origine humaine, elle a une origine divine. En tant que telle, elle est définitive. En tant que telle, elle est hors de portée, mais de tout rejet par le biais de la raison. Mais là où la vérité religieuse a une origine non pas humaine, divine, donc absolue, et là où la religion, elle est dogmatique, la philosophie, vous le savez très bien. Quelle forme de pensée c'est? C'est une pensée d'abord personnelle, ensuite c'est une pensée libre, ensuite c'est une pensée critique, enfin c'est une pensée ouverte. C'est pourquoi la philosophie peut tout penser, mais toute pensée n'est pas forcément philosophique. J'ai donné 4 attributs d'une pensée pour que vous puissiez en dire que cette pensée-là, elle est philosophique. J'ai dit la pensée philosophique, elle est personnelle. Deuxièmement, elle est critique. Troisièmement, elle est libre. Et quatrièmement, elle est ouverte. Ça veut dire quoi? Elle est gouvernée par la contestation. C'est pourquoi elle est antidogmatique, là où la vérité religieuse, parce qu'elle ne vient pas de l'homme mais de Dieu, prend une forme achevée et définitive. Et c'est pourquoi donc, dans la première partie, vous pouvez dire, oui, dans une certaine mesure, croyances religieuses et démarches rationnelles peuvent être jugées contradictoires. C'est la perspective de qui? L'auteur sur lequel s'appuie le plus souvent mes collègues en classe, c'est Blaise Pascal, je crois. Vous vous rappelez Pascal? Il nous enseignait clairement quoi? Mais que l'ordre de la foi et l'ordre du cœur ne peuvent pas être conciliés. Parce qu'il disait, lorsque Descartes avait fini de prouver Dieu, rappelez-vous le Descartes du discours de la méthode, mais surtout des méditations métaphysiques. Parce que dans ses ouvrages, Descartes cherche à prouver Dieu, mais par le biais de la raison. Hein?
en disant à peu près, je caricature pour qu'on aille vite, moi je place au centre de ma philosophie le fait de douter, mais après Descartes ajoute celui qui doute, mais vraiment, c'est qu'il est imparfait. Parce qu'il dit, j'ouvre les guillemets, c'est une plus grande qualité que de connaître, que de douter. Ça veut dire quoi? Le fait de douter est révélateur de ma faiblesse. Le fait de douter est révélateur de mon imperfection. Mais Descartes dit, si je suis imparfait, ça a une opposition avec un être, mais qui lui est parfait. Et comme cet être parfait n'est pas moi qui doute et qui se trompe, il est en dehors de moi. Et s'il est en dehors de moi, il ne peut être que Dieu. Entre guillemets, c'est comme si Pascal éclate de rire pour lui dire, mon cher Descartes, ça y est, Allah Bobo, c'est ton Dieu à toi. Pascal lui dit, ça c'est le Dieu des philosophes. C'est le Dieu que ta pauvre raison pourra découvrir. Moi, Pascal, quel est mon Dieu? J'ouvre les guillemets. C'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Ismaël. Et non pas ce pauvre Dieu que ta pauvre raison, mais prétend découvrir. Comment tu peux prouver Dieu par la raison? Parce que tu sais bien, toi, Descartes, que la raison humaine, c'est l'infiniment petit. Et là où la raison de l'homme, c'est l'infiniment petit. Dieu, c'est l'infiniment grand. Comment veux-tu que cette poussière de l'infiniment petit de la raison humaine pourrait-elle percer le mystère de l'infiniment grand qu'est Dieu? Avant de dire ce que vous chantez par cœur, mais que Dieu est sensible au cœur et non pas à la raison, et que Dieu s'éprouve mais ne se prouve pas. Pascal nous enseigne que deux individus qui entendent en même temps l'appel du muezzin à la prière, quelqu'un qui jóg jàpp julli, l'autre demeure assis. Pascal ne perd pas ton temps à demander celui qui est assis à se lever pour faire ses ablutions et pour prier. Pourquoi? Pascal dit, il a entendu en même temps que toi l'appel du muezzin. Même sa propre raison à l'intérieur de lui-même est en train de le dire. Mais Pascal dit, pourquoi il ne se lève pas? Parce que dans son cœur, il n'y a pas cette flamme, cette lumière que Dieu met dans le cœur de l'homme. Et tant que cette flamme ne brûle pas, malgré tous les appels du meilleur des muezzins, il ne se lèvera pas pour prier. Une manière de dire encore quoi? Que Dieu, il est sensible au cœur, mais que la raison est incapable de nous conduire à Dieu. Dans la deuxième partie, vous allez essayer de montrer que cependant, il semblerait possible aux yeux de certains. Pourquoi je mets tous ces gants? Cependant, il semblerait possible aux yeux de certains. Ça veut dire quoi? Que vous ne devez pas trahir les réponses, ni dans l'introduction, ni dans le développement, mais seulement dans la conclusion. Donc, employez le conditionnel. Et je vous ai déjà dit que la bonne formule pour faire la transition, c'est quoi? Vous dites toujours, même si. Ngirial, revenez, c'est pas lui, c'est moi. Hein? Oubliez celui qui passe. C'est pourquoi la leçon, les kilifos doivent être là les premiers pour ne pas nous priver pour ne pas nous perturber parce que nous sommes en séance de travail. Quand vous arrivez en retard, l'attention est tournée vers vous. Moi, je considère que je suis en train de travailler et de préparer des gens. Donc, carton rouge à des gens qui doivent recevoir quelqu'un et c'est quelqu'un qui vient. Ils viennent l'interrompre au moment où il est en train de dégager. Hein? Je dis pour rigoler, mais je le dis parce que je le pense très sincèrement et ce que je dis partout. La dernière fois, c'était quelque part où un ministre X, je ne vais pas le nommer, on me convoque à 10h. Je quitte Dakar à 3h du matin, je ne dors pas pour être là-bas. J'arrive, monsieur le ministre, au midi. Il dit on arrête la séance pour accueillir monsieur le ministre. On l'arrête, mais on ne la continue pas. Je me suis levé parce que c'est une j'ai pas repris la séance parce que j'ai dit, Manso Mouné, 3h du matin, traverser toute la nuit, me priver de sommeil, rien que pour satisfaire mes enfants. Moi, je n'ai qu'un parti politique, c'est le parti des enfants, vous, mes enfants. Vous êtes ma drogue, man l'ai normal. En dehors de Talib de Sintouba, je suis votre baïfal et votre père et votre talib. C'est tout. Et donc j'ai envie à dire que dans la deuxième partie, vous essayez de montrer quand même qu'on pourrait concilier le fait de croire et le fait de procéder à un usage critique de sa propre raison. Parce qu'en réalité, raison et foi ne seraient pas nécessairement incompatibles. Vous connaissez toute la perspective de beaucoup d'auteurs qui vous disent mais que la foi doit éclairer la raison, mais comme la raison également doit féconder la foi. Et que toute séparation de la foi et de la raison est forcément préjudiciable à l'homme lui-même. Je ne reviens pas, j'ai oublié les termes exacts, mais vous connaissez la belle métaphore du pape Jean-Paul II, hein, qui compare foi et raison aux deux ailes de l'oiseau, pour montrer que de la même manière que lorsqu'une des ailes est coupée, l'oiseau ne peut plus s'envoler, de la même manière,
ben, on ne peut pas choisir, on ne doit pas choisir entre ou bien la foi ou bien la raison. C'est leur conciliation qui permettrait à l'homme d'éclairer les chemins de son existence. Vous vous rappelez Saint-Augustin dans son ouvrage Les Confessions. Un garçon fraîchement converti au christianisme lui dit: maintenant Saint-Père, que je suis devenu chrétien, devrais-je taire ma raison pour me contenter de ce que disent les saintes écritures de la Bible? Il répond en disant: il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. Fin de citation. Et quand il dit, j'ouvre une dernière fois les guillemets, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. C'est une manière de dire que la raison, lorsqu'elle va seule, elle peut être source d'égarement et de perdition. Donc la raison doit être encadrée et bornée par la foi. À l'inverse, la foi ne doit pas aller seule, parce que quand une foi n'est pas éclairée par la raison, elle est une foi aveugle. Or, vous le savez mieux que moi, une foi aveugle est forcément dangereuse. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle engendre le dogmatisme. Et l'enfant gâté du dogmatisme, c'est le fanatisme. L'enfant gâté du fanatisme, c'est le terrorisme. Et le fils premier du terrorisme, c'est le crime gratuit. Mais si la philosophie n'est pas la religion, est-elle la science? Il est clair que non. Parce que philosophie et science n'ont ni les mêmes objets d'étude, ça veut dire ne répondent pas aux mêmes questions. Elles n'ont pas les mêmes démarches, ça veut dire les mêmes méthodes. Mais philosophie et science non plus n'ont pas les mêmes finalités. J'ai l'habitude de dire très clairement que la finalité de la science, couplée à ses applications techniques. Pourquoi? Parce qu'ils vous l'ont déjà dit, la science fonctionne selon deux plans. Un aspect de théorie et un aspect pratique. Donc la science, couplée à ses applications techniques, a quelle finalité? Mais une finalité d'ordre matériel. Alors que la philosophie, vous le savez très bien, elle n'a pas une finalité d'ordre matériel. Ça, je vais très vite. Vous vous rappelez de celui que je taquine en l'appelant Docteur Socrate, se proclamant, en se comparant à sa mère Phénarète, se proclamant, non pas médecin des corps, mais quoi? Non pas médecin des corps, mais plutôt médecin des âmes et des esprits. Une manière de montrer très clairement, mais que la finalité de la science et de la technique peut être d'ordre matériel. Pourquoi? Parce que dans l'aventure de cette technoscience, l'homme a en vue l'amélioration de ses conditions, mais de ses conditions matérielles d'existence. Alors que dans l'aventure philosophique, il nous rappelle ce que nous rappelait Socrate en disant, mais que les hommes ne sont jamais oubliés de nourrir leur corps, mais en même temps que nous ne sommes jamais oubliés de nourrir leur corps, nous sommes souvent oubliés de nourrir nos âmes. Et donc la philosophie, elle est cette nourriture, non pas pour le corps, mais une nourriture pour l'âme. Et ça me permet de passer vite sur la question de l'utilité de la philosophie dans un monde marqué par l'efficacité des sciences et techniques. La différence que j'ai établie entre la finalité de la science et celle de la philosophie vous permet de comprendre quoi? Que là où la science a une finalité d'ordre matériel, elle ne peut avoir également mais qu'une utilité d'ordre matériel. Alors que matériellement parlant, on ne peut rien attendre de la philosophie. La philosophie, elle est radicalement inutile. Si on entend par utilité construire des ponts, des usines, guérir les maladies du corps, oui, de ce point de vue, la philosophie est absolument inutile. Mais si elle peut être utile, c'est une utilité, comme nous l'avons dit, d'ordre moral, d'ordre intellectuel, spirituel. C'est Socrate qui nous dit, etc. Mais Descartes dit, Socrate, si vous tapez à la porte de l'infirmière ou du médecin d'à côté, il va vous rendre plus malade. Pourquoi? Parce qu'il va vous injecter des piqûres ou des paracétamol, alors que votre véritable médecin, c'est moi, encore une fois, non pas médecin des corps, mais médecin simplement des âmes et des esprits. Et donc, il y a quelqu'un d'ailleurs que j'aime bien et qui s'appelle Gilles Deleuze. C'est un philosophe français. Il disait, au fond, in fine, heureusement même que la philosophie soit utile. Et quand on lui disait, mais c'est bizarre, Deleuze, comment on peut dire heureusement que la philosophie soit utile? Il dit parce que notre monde est un monde dans lequel nous sommes asphyxiés, étouffés par l'utilité. Or, la philosophie, elle est la seule activité désintéressée parce
que dans cette activité-là, nous cherchons le savoir pour l'amour du savoir et rien d'autre que pour l'amour du savoir. Tu te souviens d'Aristote disant que de toutes les disciplines, seule la philosophie est une discipline libérale. Et il précise libérale au sens où la philosophie est à elle-même sa propre fin. Là où les autres ont une visée utilitaire, la philosophie est une activité absolument désintéressée. Et c'est pourquoi donc il disait, heureusement que la philosophie soit utile, c'est parce qu'elle est inutile, mais qu'elle nous aide à vivre mieux. Moi j'ai envie d'ajouter très souvent, mais que la philosophie soit inutile, voilà la raison d'ailleurs pour laquelle la philosophie est belle et absolument belle. Vous vous rappelez de Théophile Gautier? Il y a de vraiment beau. Vous vous rappelez de Théophile Gautier, non? Moi, c'est mes réminiscences il y a 40 ans. Que disait Théophile Gautier? Il n'y a oui, que ce qui ne sert à rien, il a ajouté. Tout ce qui est utile. Et donc, comme la philosophie est inutile, elle n'est pas laide, elle est belle et elle est absolument belle. Et c'est pourquoi d'ailleurs je taquine souvent en disant cette utilité. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est l'utilité qui plombe toutes nos activités et qui les vide de leur substance. Je taquine souvent en disant, mais même les baisers que nous posons sur les joues de monsieur et de madame sont calculés en fonction du poids de la poche. Les garçons savent très bien. Plus votre poche et votre compte bancaire sont fournis, elle vous embrasse à vouloir vous étouffer. Mais si vous n'avez rien dans la poche, vous avez un petit baiser au sommet du crâne. Donc dans un monde où tout sert à quelque chose, car la philosophie, elle ne se voit pas affublée du critère de l'utilité, ça la rend infiniment belle. Mais si la philosophie n'est pas la science, si elle n'est pas la religion, est-elle le mythe? Non, vous le savez très bien. Parce que le mythe est le premier système d'intelligibilité ou mode de connaissance élaboré par les hommes, ça vous le savez. Le mythe du grec mythos, discours ou récit, est un discours pré-philosophique. Ça veut dire quoi? Qu'il a été le premier moyen par lequel les hommes ont pu répondre aux questions fondamentales qu'ils se posaient relativement à l'origine et relativement au sens de l'existence. Mais le mythe revêt 4 aspects essentiels par lesquels il se distingue de la philosophie. Premier aspect du mythe, c'est qu'il est fabuleux ou imaginaire. En quoi le mythe est-il fabuleux ou imaginaire? Vous le savez très bien. Parce que le mythe s'inscrit en dehors de l'histoire. Ce que dit le mythe ne correspond jamais à des faits, des événements réels. C'est entre guillemets une forme de construction de l'imagination par laquelle l'homme, par ce récit, satisfait son désir de savoir et dit l'origine de telle ou telle chose. La philosophie, elle ne peut pas dire, on ne peut pas dire d'elle qu'elle soit un discours fabuleux ou imaginaire, c'est évident. Pourquoi? Mais parce que c'est Ebenezer Ndio Mourel, le philosophe camerounais. Ebenezer, qu'est-ce qu'il disait pour montrer que la philosophie n'est pas coupée du monde réel? Il disait, j'ouvre les guillemets, la philosophie s'intéresse aux hommes concrets, vivant dans des situations concrètes et confrontés à des problèmes concrets. Et quand il disait la philosophie s'intéresse aux hommes concrets, vivant dans des situations concrètes et confrontés à des problèmes concrets, c'est pour dire quoi? Mais encore une fois, qu'elle ne plonge pas dans un monde imaginaire, mais qu'elle a affaire à l'homme réel et cherche à répondre, mais à tout ce qui fonctionne comme tourment au niveau de sa propre conscience. Troisième aspect du mythe, deuxième plutôt aspect du mythe. En plus d'être fabuleux imaginaire, le mythe est populaire. Le mythe exprime toujours une culture, manifeste la vision du monde propre à une communauté. Mythe Togo, mythe Moussi, mythe Bambara, Peul, Serer, Diola. Et là où le mythe est une production d'une communauté, vous le savez très bien, on vous l'a dit, la philosophie est toujours une pensée individuelle. Troisième aspect du mythe, sa parenté avec le conte, c'est que le mythe est dogmatique. Pourquoi il est dogmatique? Parce qu'une fois qu'il a été dit, ce qui dit le mythe est soustrait à l'examen critique de la raison. Sa vérité devient intemporelle et s'impose comme une valeur sacrée à la communauté qu'il a élaborée. Enfin, le mythe est un saut dans l'irrationnel. Pourquoi c'est un saut dans l'irrationnel? Parce que même si le récit est cohérent, le mythe explique l'origine de toute chose par l'action des dieux, l'action des esprits, l'action des forces surnaturelles. Et donc, de ce point de vue-là, ce que dit le mythe n'est pas fondé, est fondé en raison. Mais si la philosophie n'est ni le mythe, ni la science, ni la religion, ça veut dire qu'au fond, elle reste une discipline singulière. C'est une forme de pensée de la marge. Si la philosophie est une discipline, c'est une forme de discipline de l'indiscipline. Pourquoi? Parce qu'elle refuse, mais justement, que les critères qui sont opératoires ailleurs puissent être appliqués. Et c'est pourquoi donc, de ce point de vue-là, après avoir répondu dans toute la première partie à la question qu'est-ce que la philosophie, et après avoir montré qu'elle n'est ni mythe, ni science, ni magie, ni religion, dans la deuxième partie, vous avez répondu à quelle question? Vous avez répondu à la question qu'est-ce que l'homme? Et en cherchant à répondre à la question qu'est-ce que l'homme, cela traverse toutes les leçons de la vie sociale, le domaine numéro 2. Mais vous le savez, les réponses varient d'une
leçon à une autre. Déjà dans Nature et Culture, à la question qu'est-ce que l'homme, vous avez répondu en disant que l'homme ne se définit ni par la seule nature, ni par la seule culture, mais qu'il est une synthèse d'éléments naturels et d'éléments culturels. Le terme consacré que vous employez avec mes jeunes collègues, c'est de dire avec Edgar Morin que l'homme est un être bioculturel. Et quand vous dites bioculturel, ça veut dire quoi? Qu'il est à la croisée des chemins, il est au point de rencontre entre des influences différentes et contradictoires. L'homme est entre l'inné et l'acquis, l'homme est entre l'hérédité et l'héritage, l'homme est entre le biologique et le social, il est entre le naturel et le culturel. Quand bien même il y a une prédominance du culturel sur le naturel. Ça veut dire quoi? Qu'au fond, la culture est l'essence de l'homme. Et quand on dit la culture est l'essence de l'homme, l'essence d'une chose, pour que mes parents ne pensent pas que l'essence c'est le carburant qu'on achète là-bas. Hein? Quand on dit que la culture est l'essence de l'homme, l'essence d'une chose, c'est ce que cette chose a en propre et qui la distingue de tout ce qui n'est pas elle. Donc dire de la culture qu'elle est l'essence de l'homme, c'est montrer quoi? Que c'est la culture qui est l'élément dans lequel l'homme exprime la spécificité de sa condition. C'est dans et par la culture que l'homme s'élève au-dessus de la nature et se démarque de la stricte animalité. Ça veut dire quoi? Là où le petit de l'animal est déjà animal. Pourquoi le petit de l'animal est presque parfait, achevé, complet, déjà animal? Mais parce qu'à la naissance, il a reçu de la nature l'équipement, l'outillage biologique qui lui permet de vivre et de satisfaire ses besoins. Donc là où le petit de l'animal est déjà animal, on vous l'a dit, le petit de l'homme. Là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, répondez à ma question et oubliez ce et celle qui arrive. Donc là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, hein? Il est animal. Il est homme. Il est homme, mais il doit apprendre donc à devenir. Il est homme, il apprend à devenir homme. Il doit apprendre à devenir humain. Parce que donne ni d'unité. D'accord? Donc là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apprendre à devenir humain. Ça veut dire quoi? Que l'animalité, dès le départ, elle est offerte et donnée. L'humanité n'est pas offerte, elle se conquiert. Comment elle se conquiert? Par un effort d'arrachement de l'homme à la nature. Quelle nature? La nature en dehors de nous, mais également la nature en nous. C'est pourquoi l'homme et l'animal entretiennent avec la nature, vous le savez très bien, des rapports opposés. L'animal est ce que la nature a fait de lui. L'homme est-il ce que la nature a fait de lui? Vous le savez déjà? Non. L'homme, il est ce qu'il se fait lui-même. Rappelez-vous Jean-Jacques Rousseau, vous en souvenez, disant quoi? Que si un animal vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e année, l'animal serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Vous avez compris ce qu'il veut dire? En disant que si l'animal vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Ça veut dire quoi? Que la qualité distinctive de l'homme et de l'animal, elle s'appelle la perfectibilité, qui est présente en l'homme et qui est totalement absente, selon Rousseau, en l'animal. Une manière de dire que le petit de l'animal, même coupé de la compagnie des autres animaux, est capable de faire parfaitement la même chose. La jeune abeille, sans avoir vu aucune abeille travailler, est capable de faire une ruche parfaite. La jeune fourmi, une fourmilière parfaite. La jeune termite, une termitière parfaite. Pourquoi? Parce que ce qu'elles font est inscrit dans leur code génétique, ne relève ni de l'intelligence, ni de l'acquisition, ni de l'apprentissage. Mais vous savez très bien qu'en revanche, le petit de l'homme, coupé de la compagnie de ses semblables et isolé de l'ambiance sociale et culturelle, il est incapable de se comporter comme les autres. Pourquoi? Parce que ce que fait l'homme n'est pas gouverné par l'instinct. Ce que fait l'homme n'est pas gouverné par la spontanéité, mais par l'intelligence. C'est pourquoi l'homme doit être éduqué. Emmanuel Kant dit, j'ouvre les guillemets, de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué. Pourquoi de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué? Nous avons déjà répondu en disant, parce qu'au départ, l'homme est un animal nu. Il n'a rien reçu de la nature. Et ce que la nature ne lui a pas donné, l'homme se le donne lui-même. Comment se le donne-t-il? Par une action de négation de la nature, aussi bien en lui que de la nature hors de lui. Et c'est pourquoi Kant ajoute quoi? Par la discipline, on transforme l'animalité en humanité. Quand il dit par la discipline, moi par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité, ben ça veut dire quoi? Là où il n'y a pas d'éducation, en disant par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité, mais ça veut dire que là où il n'y a pas d'éducation, il ne peut pas y avoir
d'humanité. Bref, la culture est la réponse que l'homme adresse à l'hostilité de la nature. La culture est l'essence de l'homme. La culture est l'élément dans lequel l'homme trace la césure nette qui le sépare, mais de tout ce qui n'est pas lui. À la même question, qu'est-ce que l'homme? Dans les parties de nature et culture que sont le travail et le langage. Dans le cours sur le travail, pour aller vite, qu'est-ce que l'homme? Vous avez dit que l'homme est un animal travaillant. Et quand vous avez défini l'homme comme un animal travaillant, vous avez montré quelle différence entre l'activité animale gouvernée par l'instinct et le travail proprement humain, toujours précédé par quoi? Par un projet rationnel. Dans le cours sur le langage, après avoir dit l'homme est un être bioculturel, l'homme est un animal parlant, dans le cours sur le langage, qu'est-ce que l'homme? Réponse, l'homme est un zone logicon, ça veut dire un animal parlant. Et vous avez fait la différence entre le langage humain et la communication animale. L'homme parle, les animaux communiquent. Dans le cours suivant, normes individu-société. À la même question, qu'est-ce que l'homme? Après avoir dit être bioculturel, animal travaillant, animal parlant, qu'est-ce que l'homme? Dans normes individu et société, vous avez répondu en empruntant la belle formule d'Aristote que l'homme c'est un zone politicon, mais pour dire quoi? Que c'est un animal politique. Que signifie que l'homme est un animal politique? Vous le savez déjà. Cela signifie quoi? Que l'homme est un être éminemment social et que l'homme est le seul animal qui ne peut vivre, qui ne peut s'épanouir, s'exprimer, développer ses potentialités, bref se réaliser au sein de l'ambiance sociale et culturelle. J'ai l'habitude de dire la vie sociale et culturelle est l'usine de fabrique de l'humanité. C'est pourquoi Karl Marx disait au fond, l'homme n'est rien d'autre que la somme de l'ensemble de ses rapports sociaux. C'est pourquoi si l'homme est un être éminemment social, chez qui le cadre social est indispensable à son humanisation, ça veut dire que l'homme ne peut se définir non pas livré à la solitude de ses passions, de ses désirs et de ses caprices. Non, l'homme ne peut accéder à la réalisation intégrale, mais qu'au sein de cette cohabitation originaire avec son semblable. Maintenant, il va de soi qu'on a deux types de relations entre l'homme, l'individu et la société. D'abord, un rapport de dépendance, c'est évident, mais également un rapport de conflit. Pourquoi dépendance de l'individu à l'égard de la société? Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, pour l'essentiel, l'individu est seulement ce que sa société fait de lui. Ma manière de m'habiller, ma façon de manger, l'habitat, la religion que je pratique, la langue que je parle. Bref, toutes mes façons de penser, de sentir, d'agir sont conditionnées par la société à laquelle j'appartiens. Et donc, rappelez-vous Auguste Comte, c'est OMTE, vous le connaissez très bien. Que disait Auguste Comte? Tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle. Et lorsque Auguste Comte disait tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle, ça veut dire que le premier type de rapport, c'est un rapport de dépendance. C'est le point qui disait nul ne peut se vanter de se passer des autres. Mais également un rapport de conflit. D'où vient le conflit? Non seulement entre les individus, mais également entre l'individu et la société surtout. Ce conflit entre individu et société découle de quoi? De la contradiction que vous connaissez très bien entre ce que veut l'individu et la contrainte imposée par les normes sociales. Soyons sincères, nous tous, nous avons souvent quel sentiment? Que la vie sociale est liberticide. Autrement dit, vivre en société, mais c'est renoncer à sa liberté. Nous avons tous le sentiment que, à chaque fois que nous avons un désir, une volonté, les normes de la société constituent, semble-t-il, en conscience inconsciente. À la même question, qu'est-ce que l'homme? Nous avons donné une autre réponse. En disant quoi? Que de la même manière qu'il était gouverné par la dualité du naturel et du culturel, il va être placé sous le signe d'une autre dualité. C'est la dualité de ce qui relève de la conscience et de ce qui relève de l'inconscient. C'est déjà fait. D'accord. Donc dans tout ce que nous avons pu vous dire, moi comme tous mes collègues, vous devez retenir une seule idée de conscience inconsciente. Laquelle? C'est qu'avant Freud, fondateur de la psychanalyse et découvreur de l'inconscient, je dis avant Freud, à la question qu'est-ce que l'homme, vous connaissez la réponse, on disait homme égale conscience et rien que conscience. Et on ajoutait par cette conscience, l'homme est pleinement lucide, maître de lui et entièrement responsable de ses actes. C'est cette idée qui va être détrônée, détruite, renversée par Freud, qui va dire c'est faux de dire l'homme obéit entièrement à sa
sa conscience, l'homme est maître de lui et responsable de ses actes. Pourquoi? Parce que s'il y a une dimension conscience, elle est la part la plus faible. Il dit la conscience n'est que le 10e, là où l'inconscient représente les 9/10 de notre vie mentale. Qu'est-ce que l'inconscient? Réponse de Freud, j'ouvre les guillemets. Par inconscient, on entend un processus psychique qui, bien qu'il se déroule en nous, échappe au contrôle de la conscience. Fin de citation. Et lorsque Freud dit par inconscient, nous entendons, on entend un processus psychique, PSY-CH, qui, bien qu'il se déroule en nous, échappe au contrôle de la conscience, ça veut dire que pour lui, cet inconscient est pour une large part ce qui détermine, gouverne l'homme à son insu. Pour aller vite, Freud est en train d'enseigner quoi? Que c'est une illusion et une chimère de penser que l'homme est marqué par sa pleine conscience, que l'homme est marqué par l'autonomie, que l'homme est marqué par la liberté et l'entière responsabilité. Freud dit c'est absolument faux. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'homme, semble-t-il, pour l'essentiel, il est l'esclave. Il est le jouet. L'esclave est le jouet de quoi? De ces processus psychiques échappant au contrôle de la conscience et qui lui viennent directement de l'inconscient. Freud dit, se croire libre, c'est vivre dans une illusion, parce que très souvent, nous agissons, mais nous échappons ou nous ignorons les causes et les motivations réelles qui se cachent derrière nos actions. Ça veut dire que nous avons l'habitude de penser que c'est de manière libre et volontaire que nous faisons telle chose, que nous décidons d'aimer, de haïr, de faire, de ne pas faire. Freud dit c'est absolument faux. Les raisons profondes qui nous poussent à aimer, à ne pas aimer, à agir, à ne pas agir, à choisir dans un sens ou dans un autre, il dit ça vient de quoi? Souvent de forces obscures, de puissances souterraines qui échappent au contrôle de la conscience et qui nous viennent de l'inconscient. Donc si la conscience était une sorte de trône, la conscience va être détrônée au profit d'un nouveau roi, chez Freud. Et ce nouveau roi-là, il n'est autre que l'inconscient, qui constitue pour lui l'essentielle réalité de notre vie mentale. Donc avec Freud, l'homme comme sujet, pleinement conscient et responsable, cède la place à quoi? À un homme écartelé, déchiré, entre des tendances contradictoires. Écartelé entre le moi, le ça, le surmoi. Il dit quel est le drame de l'homme? Réponse de Freud. D'où vient le fait que vous et moi, parfois nous éprouvons de l'angoisse? Parce que, dit-il, nous avons... C'est comme si nous devions obéir en même temps à 3 maîtres tyranniques. 3 maîtres tyranniques du Freud. Et souvent, nous ne savons pas à lequel de ces maîtres obéir. Faut-il obéir au moi? Faut-il obéir au surmoi? Faut-il obéir au ça? Et donc c'est dans cette lutte intérieure-là mais que l'homme est placé. Quand il obéit au moi, il a obéi à quoi? À ce que Herbert Marcuse appelle le principe de réalité. Parce que le moi, il est chargé de quoi? De la défense de notre personnalité. C'est le moi qui est la conscience et qui nous protège. Le moi, c'est le moi qui vous parle. Mais en même temps qu'il vous parle, le ça est là à dire, etc. Mais je m'en fiche éperdument. Parce que le ça, lui, il obéit au principe de plaisir. Ça veut dire quoi? Un désir, il n'a qu'une loi, celle de sa propre satisfaction. Donc, il dit, ah, pourtant, il n'y a aucun problème. Ça, c'est le ça qui parle. Tantôt, c'est le moi qui le dit. Et donc, il est là tiraillé entre y aller, ne pas y aller. C'est une lutte intérieure. Parfois, le moi remporte la bataille. Et vous avez garanti votre insertion sociale. Vous êtes tranquille. Parfois, le ça emporte la lutte. Vous cédez à votre désir. Et après, le moi est là pour vous dire, hein, on a le côté. Et ça veut donc dire quoi? C'est cette lutte permanente. Et Freud vous enseigne quoi? Qu'un individu normal, il satisfait les désirs du ça par le biais du moi, mais en tenant compte des prescriptions du surmoi. Donc, à contrario, l'individu anormal, il satisfait les désirs du ça par le biais du moi, mais sans tenir compte du surmoi. Mais dans tous les cas, c'est un bouillonnement intérieur et le fait que l'homme est écartelé entre ces tendances contradictoires parce qu'il ne sait pas s'il faut obéir au ça, s'il faut obéir au moi, ou bien s'il faut obéir au surmoi. Dans tous les cas, vous m'avez souvent, comme j'aime bien taquiner mes parents Peul, vous m'avez souvent entendu dire qu'entrer dans la maison Peul, vous n'avez pas le galet qui est le père de maison, c'est la conscience, Néné Galet qui est la mère de maison, c'est l'inconscient.
parce que chez les Peuls, borom kër gi jigéen la bu ñu ko fàtte du bàyyi mooy man Baba Galle il fait beaucoup de bruit coolee bari rek ànd ak xadar boo xam ne moom macha allah te foo fekk Baba Galle il est aussi maigre que moi waaye Baba yorul tous bu coow li bare ba bari bu nen ne toogee fële nen ne souvent ni la def xees pecc ne faaj donc bu coow li bare bu catalee bët Baba sa dugg yi donc il y a un capitaine apparent de la maison c'est la conscience de Baba waaye ki yor caabi kër gi réellement mais c'est la force tranquille de Néné Galle mu jeex tàkk et Néné Galle c'est l'inconscient vous l'avez bien compris donc parfois que fait Baba Galle il promet l'enfer aux enfants xar yeeg béy yi teel ko indi je vais vous massacrer mais quand Baba Galle se réveille à la place des coups de poing et des massacres ben xale lu ngeen nam añee tey seen nopp doom vous savez bien qu'il s'est passé quelque chose vers 3 heures du matin et on imagine Néné lui disant ah Baba nga ne la wax samay doom da ko xam nga ne coolee bari rek et donc ça veut dire quoi qu'en réalité il y a un borom kër apparent c'est Baba Galle c'est la conscience mais la reine de la maison et qui représente l'inconscient des autres que Néné Galle. Et donc ça veut dire quoi? Désormais, la conscience ou la toute puissance de cette conscience est purement une illusion et que l'homme n'est ni pleinement libre, ni pleinement conscient, ni pleinement responsable de lui-même. Voilà l'apport de la psychanalyse freudienne. Dans le cours suivant, c'est quel cours encore le après conscience inconscient à liberté. Oui, dans le cours suivant, d'accord. D'accord. dama ne woon damay tënk ci liberté rek jàll mu ne xaw a yaatu tuuti mais c'est que man maa escanté man maa escanté nag sëñ bi je suis bousillé et que bousillé on va fatiguer mais bousillé. Donc dans le cours sur la liberté, vous avez d'abord cherché à montrer toute la difficulté à dire ce qu'est la liberté. Pourquoi? Parce que vous avez constaté que la liberté est presque indéfinissable. Parce que ce concept-là, il est employé dans des contextes tellement différents et contradictoires qu'il est presque impossible de dire ce qu'est la liberté. Vous connaissez le mot célèbre en brillant littéraire, en brillant et brillant littéraire. Le mot célèbre de Paul Valéry. Que dit Paul Valéry de la liberté? Un de ces détestables mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui ont plus de valeur que de sens. Le temps Paul Valéry dans la liberté est un de ces détestables mots, mais parce que chacun voudrait être libre, mais nul n'est capable de dire rigoureusement ce qu'est la liberté. C'est pourquoi on se contentera de deux grandes conceptions de la liberté. Une conception qui dira qu'au fond, l'homme est libre de façon absolue. Une liberté absolue qu'il doit à quoi? Au fait que il y a quelque chose qui le distingue de l'animal et qui s'appelle libre arbitre. Par ce libre arbitre, l'homme est libre absolument. Et qu'est-ce que le libre arbitre? C'est un pouvoir d'autodétermination. Que signifie un pouvoir d'autodétermination? C'est la capacité propre à l'homme à agir selon sa seule volonté, sa seule conscience, en l'absence de toute contrainte extérieure. C'est le mot libre arbitre. J'ai dit pouvoir d'autodétermination, capacité propre à l'homme à se laisser seulement gouverner par sa conscience et surtout en l'absence de toute contrainte extérieure. Donc vous trouvez ça chez tous les théoriciens du libre arbitre. Mais cette liberté absolue dont l'homme serait dépositaire, vous la trouvez également dans l'existentialisme. Par exemple, dans l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, il parle de hyper-liberté, H-Y-P-R. Pourquoi hyper-liberté? Parce que c'est une liberté excessive, illimitée, sans borne. D'où vient cette liberté absolue de l'homme? Excessive, illimitée. Réponse de Sartre, je vous ai dit que c'est un athée qui ne croit pas en Dieu. D'où vient donc cette liberté absolue de l'homme illimitée? Elle découle, dit Sartre, du fait que dès
le départ, l'homme vit dans le délaissement. Être délaissé, prenez-le au sens le plus terre à terre, c'est être abandonné. Je vous ai dit que Sartre est un athée, pour qui, dès le départ, l'homme est orphelin de Dieu. Et dans un monde où il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de maître, l'homme devient à lui-même son propre Dieu. L'homme doit porter sur ses épaules l'entière liberté et l'entière responsabilité de son existence. Sartre dit, j'ouvre les guillemets, si l'homme n'est pas définissable, c'est parce qu'au départ, l'homme n'est rien. L'homme ne sera que ensuite, et il ne sera que ce qu'il aura lui-même choisi d'être. L'homme est ce qu'il se fait lui-même, par le choix, par l'action et par l'engagement. Nous n'avons pas de choix que d'être libres. Nous sommes condamnés à être libres. Pourquoi condamnés? Parce qu'on n'a pas choisi de venir au monde, mais cependant libres. Parce qu'une fois là, nous sommes l'architecte de notre existence. Sartre dit, l'homme est à lui-même son propre projet. L'homme doit inventer l'homme. Et quand il dit, l'homme doit inventer l'homme, c'est une manière comme une autre de montrer que nous sommes embarqués et nous sommes toujours responsables. Sartre vous lui dit, j'ai échoué parce que j'étais malade, parce que j'avais faim, parce que j'avais soif, parce que j'étais misérable. Sartre vous dit, qu'est-ce que vous avez fait pour transformer votre misère en richesse? Qu'est-ce que vous avez fait pour transformer votre maladie en santé? Bref, vous avez les mains sales. L'homme, il ne peut pas échapper au poids de cette liberté et chercher des excuses à cette liberté, mais c'est simplement, dit-il, être un homme de mauvaise foi. Selon Sartre, qui est l'homme de mauvaise foi? C'est celui qui cherche à échapper au poids de sa responsabilité et qui trouve des excuses pour justifier ce qui lui arrive. Or, Sartre dit, nous sommes toujours libres, condamnés à être libres, parce que nous ne serons que ce que nous avons choisi nous-mêmes d'être. Et rappelez-vous le scandale provoqué par Sartre en 1940, tu te souviens, alors que son pays, la France, était militairement envahi par les troupes nazies hitlériennes. Il a osé aller à la radio de sa voix rauque de fumeur de gitane, mais pour dire, écoutez mes chers compatriotes français, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. Les Français disaient, comment un pays dominé, envahi, qui ose dire, nous Français, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. Sartre le dit, nous sommes libres. Pourquoi? Parce que nous avons le choix entre accepter la défaite, capituler et nous mobiliser, mais pour nous battre et chasser l'ennemi allemand. Et tant que nous avons le choix entre démissionner et nous battre, le destin de la France est entièrement entre les mains des Français. Une manière de dire quoi? Que l'homme est libre, l'homme est pleinement, totalement libre. Mais chez Sartre, être libre, c'est être responsable. L'autre perspective qui remet en question cette idée d'une liberté absolue illimitée de l'homme, c'est celle des tenants du déterminisme, qui disent oui, l'homme peut revendiquer une parcelle de liberté. Ouais, ce n'est jamais une liberté illimitée, c'est toujours une liberté bornée, restreinte, parce qu'encore une fois, il y a, qu'il le veuille ou non, des déterminismes et des contraintes qui s'exercent nécessairement sur lui. Comme dans ma commençon, je dis Spinoza. C'est Spinoza qui clôt le débat en disant, comment peut-on parler de liberté chez l'homme? Il dit seul Dieu est libre. Pourquoi seul Dieu est libre? Spinoza répond en disant, mais parce que Dieu est une nature naturante. Et là où Dieu est une nature naturante, l'homme est une nature naturée. Il dit, comment voulez-vous qu'une nature naturée dépendant de la nature naturante qui est Dieu puisse être libre? Seul Dieu en tant que nature naturante et non pas nature naturée peut revendiquer la liberté. Donc seul Dieu est véritablement libre. Dans le cours suivant, sur l'État, vous avez répondu à la question, qu'est-ce que l'État? Au point que je ne reviens pas sur toutes les définitions que vous avez déjà notées, qui sont très bonnes avec vos professeurs, mais je me bornerai à vous rappeler les trois éléments essentiellement constitutifs de l'État. Les deux éléments matériels, la population, le territoire, et l'élément psychologique, l'autorité politique. Si un seul manque, il n'y a pas d'État. Population ou communauté humaine, territoire et autorité politique. De manière très simple, sans réciter aucun dictionnaire, à la question qu'est-ce que l'État, nous pouvons répondre en disant c'est une autorité politique s'exerçant sur une communauté humaine à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Maintenant, l'enjeu fondamental de l'État, c'est bien sûr ces rapports qu'il entretient avec la liberté. Je n'inspire pas, vous savez qu'il y a globalement deux approches.
l'une consistant à dire que le but de l'État, c'est la liberté. Vous la trouvez chez Hegel, vous la trouvez chez Spinoza, vous la trouvez chez Rousseau. Tous ces auteurs considèrent que le but de l'État, c'est la liberté. À l'inverse, chez Thomas Hobbes, le but de l'État, ce n'est pas la liberté, mais c'est la paix et la sécurité. Vous savez que Rousseau et Hobbes ont deux conceptions différentes de l'homme, ce qui donne deux conceptions ou deux régimes politiques différents. Rousseau est un optimiste pour qui l'homme est naturellement bon. Le régime qui lui convient, c'est la démocratie. Mais Hobbes, je dis c'est le contraire, c'est un pessimiste pour qui l'homme est naturellement méchant, violent, égoïste, crucial. Ce qui lui convient, ce n'est pas la démocratie, c'est l'absolutisme, incarné par le Léviathan. Une manière de montrer que, chez Rousseau, l'État démocratique est le cadre qui rendra à l'homme sa liberté originelle. Alors que chez Hobbes, l'État n'a pas pour but Xantippe, verser des torrents de larmes. Ses amis, Phédon, Alcibiade, Criton, tout ça était en train de tomber en transe en disant le plus sage des hommes de son temps va mourir. Et lui, il était là serein, le sourire aux lèvres. Il les regarde en leur disant, je vous comprends, à l'instant de la mort, vous ne pourrez pas comme moi avoir le sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce que malgré vos vires de vos nafilas et tout ça, vous avez peur de la mort. Et si vous avez peur de la mort, c'est parce que sincèrement, la mort c'est la fin de toute chose. Alors que moi, Socrate, il y a longtemps que j'ai compris que la mort, elle n'est pas la fin de toute chose, elle n'est que la séparation de l'âme et du corps. Ce que vous allez mettre dans ce tombeau, c'est mon corps. À peine vous l'aurez enfoui, que mon âme va s'en échapper pour retourner d'où elle vient. Donc moi, Socrate, je n'ai pas peur de mourir parce que toute ma vie n'a été qu'une longue, lente et sûre préparation de cet instinct par lequel, définitivement, mais l'âme se libère de la prison du corps. Et Socrate de continuer à sourire en leur disant, mes chers juges et bourreaux athéniens, vous n'êtes pas intelligents. Si vous étiez intelligents, vous n'allez pas chercher à nous tuer. Pourquoi? Mais parce que, dit Socrate, moi j'ai déjà semé les graines de la philosophie dans la conscience de dizaines et de centaines d'Athéniens. Donc si vous étiez intelligents, vous auriez compris quoi? Que ma mort à moi, Socrate, c'est une défaite de la mort et une victoire de la vie. Pourquoi? Parce que ces graines que j'ai semées un peu partout dans la conscience des jeunes Athéniens, elles vont germer partout. Et faisant quoi? Que donc vous tuez un Socrate, mais bientôt 1000 Socrates vont germer de par le monde. C'est pourquoi ma défaite, ma mort à moi, c'est une défaite de la mort, mais également une victoire de la vie. Dans tous les cas, Socrate nous a enseigné quoi? La force pensante de l'âme. Mais c'est vrai, je peux être d'accord que si l'homme est âme et corps, c'est par la force et la vigueur de l'âme, mais que l'homme peut philosopher. Mais quand même, mes amis et mes enfants qui me regardent, si je vous demandais où se trouve cette âme, vous me direz l'âme est logée dans un corps. Et je vous dirai... Autour de la différence entre la science et la philosophie, je voulais juste, si vous le permettez, que vous nous entretenez sur la place de la science sociale. Sociale, oui. Effectivement. Voilà, donc di sant élèves yi nga xam ne ñoo fi teew di leen wax rek ni que ñun dañu ñëw pour accompagner leen. Xam naa wax ji du bari parce que li ñu ñor dëkk mooy seen réussite et li ñuy xaar ci yéen également mooy bu examen yi jàll ngeen indil ñu ay dossiers yu bari. Donc dañ leen di encourager rek leen wax ni que boo leen fi jógee référence yi nga xam ni le professeur jox na leen ko ngeen dem ngeen gëstu ko bu ko defee cet exercice de réflexion qui vous attend ngeen man cee génn avec brio. Ginnaaw loolu damay nuyu sama invité yi di leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm ndax jot yombul dama koy tàmbalee ci suñu sëriñ yi fi teew muy Mame Abdramé ak Maodo imam di ci teg ñi nga xam ne ay autorité la politique Mamadou Gueye Pape Gueye ak Malick Fall teewal fi Ramatoulaye ak Bara Ndiaye nga xam ne moo fi teewal waa Amérique ak ñeneen ñëpp Birame Fall maa ngi lay nuyu. Je remercie également l'ADER di ko jaarale ci président Ngouda Diagne ak El Hadj Mbaye nga xam ni moom daanaka mbir mi yëpp moo ko doon dox ak équipe bi ngeen àndal di liggéey te di leen encouragé di leen wax ni que lii rek la ñuy xaar ci yéen mooy ngeen tette xale yi
tàmbalee ko fii ba nga xam ne bu ñëwee université résultats yi nga xam ne moom la seen waajur yi di xaar ñu mën ko am avec brio parce que ñun dañoo gëm excellence di leen wax ni que nous sommes un produit de ce CM là. Moi je fais partie de la première promotion de ce CM donc classe ba lañ ngeen gis ñaari classe yi moom lañ fi njëkk a tam ñun fa lañ jaar donc di leen wax ni tey c'est un produit de cette école qui a été parrainée pour cette journée. Je ne vais pas faire ci parcours bi mais xam naa ni lu ci bari xam ngeen ko donc actuellement nous sommes doctorants en sciences politiques à l'université Laval donc def nañu suñu parcours à l'ENEA nekk fa ingénieur en planification jóge fa dem université Cheikh Anta Diop def fa master en méthode statistique et économétrique jóge fa dem université Laval def fa une maîtrise en affaires publiques léegi ñu ngi def doctorat en sciences politiques te loolu lépp fi la dooree donc dañ leen di ñaax encore une fois di leen wax ni que vous avez l'avenir devant vous concentrez-vous sur les études et amenez-nous des diplômes et beaucoup de savoir sama waajur daf ma daan wax benn proverbe faral di ñu jàngal c'était un brillant professeur à l'école nationale d'économie appliquée il disait que celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. loolu nag la ñu wër ci yéen mooy ngeen jàng ba xam-xam bi baawan saawan ba ngeen mën a ñëw jariñ askan bi donc vous serez des ingénieurs vous serez des médecins vous serez des ingénieurs en génie civil vous serez des agronomes vous serez des ministres des directeurs etc. Donc concentrez-vous sur les études nous sommes là pour vous accompagner et ñu ngi xaar quand même les résultats d'excellence et le moment venu Inch'Allah avec les autorités qui sont présentes ici nous trouverons un moyen pour vous accompagner jusqu'à la réussite finale et puis vous aider à trouver de l'emploi. li may tëjee rek mooy encore une fois di remercier ñi nga xam ne ñoo ko organisé muy ADER di remercier également ñëpp ñi nga xam ne toog nañ teew nañ fi muy mouvement yi ak association yi nga xam ni dañuy yëngatu ci wàllu social ci dëkk bi di ci jaar di nuyu la présidente Waré Sarr qui est présente ak ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi di nuyu également ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci école bi di ko tàmbalee ci proviseur bi ak les professeurs yi nga xam ni ñoom ñooy joxe xam-xam bi fii ci école bi di leen sant di leen gërëm waxtaan bi du gudd trop xam naa on aura l'occasion d'échanger ci yeneen anam incha allah wax dañ fi ñëwaat nañ leen accompagner incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. Il y a 3 questions lay répondre. li laa doon wax mooy da ngay wax bu pare ñu ñëwaat ne la li ma wax fii yëpp ci nature et culture vous êtes là ma di ana Binta jógal ma gis la ana mu jógal tout ce que j'ai dit de nature et culture tu oses me demander quel rapport entre nature et culture hein alors que même ton voisin ou ta voisine pourrait répondre à ça. Vraiment. Binta ana mu soo jógal ma gis la du ma tontu. À tout ce que j'ai dit, l'homme est à la croisée des chemins entre nature et culture. Cependant, la culture est ce qui définit l'homme. Tu n'as rien dit, tu reprends tout quoi. Oui, en parlant de doute, je crois que je l'ai considéré avec l'étonnement et le questionnement, mais comme l'un des piliers de l'activité philosophique. Parce que vous le savez très bien, pourquoi le doute occupe une place centrale en philosophie, mais parce que, encore une fois, le philosophe, il est marqué par l'inquiétude et par l'incertitude. Rappelez-vous Bertrand Russell vous disant quoi? La valeur de la philosophie réside surtout dans son caractère incertain. Et comme la philosophie, elle est incertaine dans ses réponses comme dans sa démarche, il va de soi que le philosophe est le contraire de celui qui croit savoir. C'est pourquoi il est dans l'inquiétude, c'est pourquoi il est dans le doute.
Un doute synonyme de quoi? De prudence, de méfiance. Pourquoi le philosophe doute-t-il? C'est pour éviter de tomber dans le piège des illusions, des préjugés, mais pour découvrir le sens profond de la réalité. Rappelle-toi Alain, auquel on a fait référence tout à l'heure, disant clairement quoi? Que l'esprit qui ne doute pas descend même au-dessous de l'esprit. Parce que douter, c'est penser. Peuvent avoir vraiment la même validité épistémologique que la science physique, que la chimie, que la biologie. Donc c'est un débat. On se pose souvent la question de savoir est-ce que les sciences appelées sociales sont réellement des sciences? Pourquoi? Parce que parmi les critères anciens de l'épistémologie, on disait que l'un des premiers critères pour qu'on puisse admettre la scientificité d'une discipline, c'est le critère de l'objectivité. L'objectivité qui implique une distinction entre moi, sujet connaissant, et l'objet que j'étudie. Alors que dans les sciences sociales, le sujet connaissant, c'est l'homme, l'objet étudié, c'est l'homme. Et donc, on se dit au fond, est-ce que ce que dit l'historien peut avoir la même valeur et la même validité, mais que ce que dit le chercheur en sciences physiques? Parce qu'il y en a qui disent, écoutez, au fond, l'histoire, elle est écrite par le vainqueur, faisant que la restitution des mêmes faits varie selon qu'on appartienne au camp des vainqueurs ou qu'on appartienne au camp des vaincus. Donc, y a-t-il vraiment une vérité historique? Est-ce que l'histoire n'a pas une subjectivité qui empêche d'en faire une connaissance rigoureuse, objective? Il y en a qui raisonnent comme ça. Et donc disent au fond, ce que dit l'historien, ça ne peut pas avoir la même rigueur que le chercheur en biologie, que le chercheur en chimie, parce que ce qu'il dit, il peut le prouver, il peut le démontrer, alors que quand il s'agit de science, encore une fois, il y a plus de subjectivité que d'objectivité, et qu'une même bataille est racontée de 50 000 manières différentes en fonction des intérêts ou de la position ou de l'appartenance de celui qui reste. On vient à Kaolack avec les M. Colli, M. Diallo, jeunes gens. Donc c'est des amis. Donc moi je suis de Ndande, on se connaît. Et ça fait de Ndande ici. Et on a l'habitude de se rencontrer à Kaolack. Donc c'est vraiment avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici à Ndande Fall. Donc nous vous souhaitons un bon séjour. Je remercie aussi le parrain, Bassirou Bey, qui a bien voulu accompagner les élèves. Parce que nous n'avons qu'un Ndande. Et je pense que chacun peut jouer sa partition. Nous avons aussi si nous Sérigny, si nous Sangui Tokfi, nous avons si nous avons Yakar, nous Imam Maodo Dramé, Andagrakam, Serigne Mam Abdou. Nous avons ziar bu baax. di sàkku ci yéen ngeen ñaanal dëkk bi ñaanal réew mi ñaanal adduna bi ndax am nañ ci yéen yaakaar bu baax a baax nous di remercier aussi tous les élèves particulièrement aussi l'association ou bien l'amicale des élèves étudiants ressortissants de Ndande l'ADER. Je pense que vous êtes sur la bonne voie parce que l'ADER a toujours œuvré pour accompagner les élèves, les frères et sœurs. Moi je suis philosophe, mais je ne vais pas faire une si longue lettre, peut-être je vais faire une si courte lettre. Je suis psychologue conseiller aussi, donc je sers à Kaolack depuis 2012. Je suis conseiller pédagogique Campus France Sénégal. Je représente Campus France Sénégal dans la zone centre et sud-est du pays. Donc je suis dans mon domaine et c'est toujours un plaisir d'entendre les idées, surtout sortant d'un professeur comme Songué Diouf, parce que il a résumé le programme et je pense que vous avez pris bonne note, parce qu'aujourd'hui c'est pas la fête, mais c'est un cours, c'est une révision. Et quand on parle de révision, c'est parce que vous avez déjà visé, et je pense que vous avez bien visé vos leçons. Et aujourd'hui, vous êtes en train de réviser et de poser certaines questions qui vous paraissent jusqu'à présent obscures. Parce que penser, c'est philosopher. Qui pense, philosophe, disait Pascal. La philosophie, c'est une discipline
charmante qui vous aide véritablement à apprendre à penser. Parce que l'homme doit avoir l'esprit critique. Et l'esprit critique commence par le doute. Tout à l'heure, chacun a posé la question de savoir qu'est-ce que le doute. Et moi, j'ai toujours l'habitude de répondre par le doute cartésien, qui est juste méthodique, qui permet aux philosophes d'accéder à la vérité. Parce que philosopher, c'est poser autant de questions. Parce que la philosophie se fait au pluriel. Quand on parle de questions, c'est parce qu'on attend plusieurs réponses. On ne parle pas de problème en philosophie, on parle de questions. C'est pourquoi on vous dit qu'est-ce que la philosophie, ce qui montre qu'il y a plusieurs réponses. Donc c'est important. Quand vous lisez Descartes, il le dit que la philosophie c'est l'étude de la sagesse. Et par sagesse, on n'entend pas non seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie, pour la conservation de sa santé et pour l'invention de tous les arts. Cela veut dire que la philosophie est la totalité du savoir, mais dans la mesure du possible. C'est important. Et Aristote l'a bien rappelé. Ce qui veut dire qu'on a tendance à faire la différence entre philosophie et l'opinion commune, sens commun, le professeur l'a bien éclairé. Il y a aussi la philosophie avec sa définition technique, sa définition étymologique. Quand on parle de philosophie, amour de la sagesse, philosophie, etc., etc. Donc c'est juste pour vous dire que c'est une discipline qui demande une réflexion.